négocier. Donc, par rapport au CFA et même pour les humains, nous ne sommes pas en position de faiblesse, nous sommes en position de force. Mais qu'est-ce qui manque? C'est ce que Marcus Garvey a appelé que le pire des virus que l'Occident a introduit en Afrique, c'est la désorganisation. On est désorganisé, on ne parvient pas à s'organiser. C'est pour ça que vous avez vu dans mon livre, quand je parle d'économie, j'ai dit l'un des principes, ce qui devait être l'économie pour nous, devait être une science de l'organisation et de la mobilisation des ressources, que ce soit le capital humain ou le capital économique. Et voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a, pour conclure, il y a un grand rapport. Et les gens ne doivent même pas penser global en termes de monnaie africaine, parce que voici une idée très simple. Puisque 54 pays ne vont jamais être d'accord au même moment d'avoir une monnaie, ça c'est utopique. Ça vient au fur et à mesure, mais peut avoir une banque centrale. Donc, mon idée était laisser chaque pays avoir sa monnaie et il y a des banques centrales régionales. Mais voici seulement le problème. Au niveau régional, vous maintenez une parité fixe de vos monnaies avec des échanges sans taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça revient en gros à dire que vous avez la même monnaie. La même monnaie. Vous le faites au niveau régional et les régions gèrent entre elles de la même façon. À la fin, tous les pays africains ont la même monnaie. Et on peut donc avoir une monnaie théorique comme les droits de tirage spéciaux que le FMI utilise, que quand nous traitons avec les autres, c'est elle qu'on utilise. Et que chacun utilise sa monnaie localement. Les régions inter-échangent, ont peut-être leur monnaie pour s'inter-échanger. Mais c'est ça l'idée, que c'est pyramidal. Mais pour moi, c'est toujours un rêve. Les Africains aiment toujours viser très loin pour que beaucoup se donnent des raisons pour ne même pas commencer. Parce que c'est inatteignable. Libérez tous les pays, que chacun ait sa monnaie si vous voulez, mais de façon régionale, organisez-vous de manière à ce que vous ayez une banque centrale qui assure qu'il y a des échanges à parité fixe et sans taux d'intérêt. Voilà. Vous consacrez la 5e partie de cet ouvrage à quelques figures historiques. On peut parler de Marcus Garvey, Imhotep, Cheikh Anta Diop, John Ross, mais je voudrais surtout qu'on parle des hommages aux dames de fer. Quelles sont les prouesses que ces dames ont apportées? Ça, je vous remercie pour cette question. Parce que, en vérité, parmi les personnages historiques dont j'ai parlé, c'est ces deux dames qui m'ont véritablement marqué. Et vous me demandez de savoir pourquoi est-ce que j'ai été autant impressionné par ces dames. Si vous regardez l'introduction, je commence par une phrase qui est pratiquement métaphorique, une métaphore. Quand je parle du voyage des Européens, c'est-à-dire le Premier ministre britannique, Chamberlain, et le président du Conseil français, Daladier, chez Hitler, pour sauver ce qu'ils ont appelé la paix. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec des nouveaux historiens, on se demande même en vérité qui voulait la guerre et qui ne la voulait pas. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons, nous sommes dans l'histoire officielle. Ils ont sauvé, comme ils disent, la paix. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont été accueillis en héros. En particulier Chamberlain. Mais en Angleterre, Churchill a quand même lancé à Chamberlain cette phrase à l'aéroport. Entre la lâcheté et la guerre, vous avez choisi la lâcheté, mais vous obtiendrez la guerre. Vous savez que j'ai embrayé en disant, nous avons eu des dames en Afrique qui, elles, ont choisi la guerre pour essayer d'obtenir la paix et le respect. Et c'est ces deux dames. La reine Dinga de l'Angola, elle a lutté pendant 30 ans contre les colons et les esclavagistes, en fait. C'est pour ça que son royaume était un sanctuaire où les Africains venaient se protéger pour éviter d'être déportés. Et ce royaume n'a été vaincu qu'après sa mort. Elle a lutté pendant 30 ans. C'est pour ça qu'elle m'a marqué par son courage. Et la deuxième partie, c'est la reine-mère Ya Ashantiwa du royaume Ashanti, qui est un royaume
aujourd'hui au Ghana, parce que j'ai envie quand même d'apporter une petite précision que le Ghana actuel n'est pas le royaume, n'est pas situé où le royaume Ghana était. Le royaume historique du Ghana était situé entre le Sénégal et la Mauritanie, avec comme capitale Kumbi-Sali. Et c'est une vision de Kwame Nkrumah, dans sa vision, qui a décidé de nommer son pays le Ghana. Et vous voyez qu'il y a une étoile noire sur le drapeau qui est le Black Star, en hommage à un des personnages qu'on appelle Marcus Garvey. Parce que le Black Star Line était la ligne de transport que Marcus Garvey avait créée pour relier l'Afrique, les Caraïbes et les Amériques. Donc, pour revenir, il y a Asantewaa. C'était quoi le problème au royaume Ashanti? Le gouverneur d'Angleterre voulait que le roi Pempré lui donne le tabouret d'or, qui est le symbole même de ce peuple. Il a refusé. On l'a déporté aux îles Seychelles. Maintenant, il y a une réunion. Les hommes qui, eux, sont habitués à la bourgeoisie, sont très accommodants. Et la reine-mère, il y a Asantewaa, est dans cette réunion. Elle dit non, messieurs, que si vous, les hommes, vous refusez d'agir, nous, les femmes, nous le ferons. Nous allons combattre jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le combat. Nous ne pouvons pas permettre que notre roi soit humilié de la sorte. C'est à cause de son discours fort que le royaume Ashanti est entré en guerre contre la Grande-Bretagne. Elle a fini par être déportée, elle aussi aux îles Seychelles. Mais la bonne chose est que quand vous revisitez tous les sites de l'esclavage, si vous allez au Ghana aujourd'hui, et à la case où elle a vécu, vous pouvez visiter la case où elle a vécu. Go. Alors, j'ai noté que dans votre appendice, vous avez parlé de quelques philosophes classiques africains. Je note par exemple Akhenaton. Je note aussi Imhotep. Oui, les carrés doivent. C'est très intéressant. Et également, je constate que votre biographie est très fournie. Votre biographie est vraiment fournie. Bibliographies. Oui, 28 livres directs et beaucoup de références, c'est vrai. Parce que pour parler d'un sujet aussi délicat, il faut présenter les faits. Oui, comme je disais, pour parler d'un livre aussi délicat, il faut présenter les faits. Et le problème pour moi n'est pas que les gens croient à ce que je dis. Ce n'est pas ça l'objectif, parce qu'on n'enferme pas la connaissance dans des dogmes. Mais c'est de présenter les faits pour que les gens aillent vérifier ou que les gens fassent leurs propres recherches. Ils vont découvrir peut-être des choses nouvelles, ils vont enrichir le débat, mais c'est juste une plateforme de discussion. C'est la raison pour laquelle l'ouvrage a été écrit, pour qu'on puisse avoir un ensemble d'éléments qui nous permettront dans le futur de comprendre les problèmes africains, de les analyser d'après une perspective africaine et de pouvoir nous-mêmes trouver nos propres solutions à nos problèmes. Et c'est ce que Marcus Garvey disait, que l'un des objectifs c'est self-reliance, c'est-à-dire que vous pouvez croire à vous-même. Vous pouvez vous fier à vous-même pour sauver, pour régler vos problèmes. Voilà. Donc, c'est un livre très intéressant. Merci beaucoup, monsieur Paul Ekima. C'est un livre très intéressant et c'est un livre que je recommande à tout Africain et à tout panafricaniste. Monsieur Ekima, comment faire pour se procurer de ce livre? Ce livre est actuellement en vente sur Amazon. Ceux qui vivent aux États-Unis ou en Amérique du Nord, c'est $15,99. Il est aussi sur Amazon Europe, France et ainsi de suite. En Europe, je crois que c'est 13 €, moins de 14 € qu'on le fait. Et il sera bientôt disponible dans les librairies en Afrique. Nous travaillons dessus et le moment venu, les gens seront informés. Merci beaucoup. Je vous en prie.